Le 22 septembre 2006, Cassie Jo Stoddart, âgée de 16 ans, gardait la maison de sa tante et de son oncle dans le quartier de Whispering Cliffs à Pocatello, dans l'État de l'Idaho. Accompagnée de son petit ami Matt Beckham, elle est arrivée à la maison vers 17h30. Peu de temps après, Torrey Adamczyk et Brian Draper les ont rejoints et tous les quatre ont regardé le film Kill Bill Volume 2 dans le salon. Alors que tout le monde était absorbé par le film, Brian a discrètement déverrouillé la porte du sous-sol avant que lui et Torrey ne quittent les lieux 2 heures plus tard. Ce geste a marqué le début de leur sombre dessein. Cette soirée, qui semblait être une rencontre tout à fait ordinaire entre amis, cachait un secret macabre. Torrey et Brian avaient des intentions sinistres. Obsédés par l'idée du meurtre, ils avaient décidé que Cassie serait leur première victime. Bienvenue sur la chaîne YouTube Chronique des Charges. Si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous à notre chaîne. Passons à l'affaire. Torrey Adamczyk est né le 14 juin 1990 et a grandi à Pocatello. Brian Lee Draper est né le 21 mars de la même année à Sandy, dans l'État de l'Utah. Sa famille a déménagé dans l'Idaho en 2002, où il s'est rapidement lié d'amitié avec Torrey. Les deux garçons ont vite développé une relation fusionnelle, partageant une passion commune pour les films d'horreur et une fascination pour les meurtres. Leur obsession pour ces thèmes sombres s'est intensifiée avec le temps. Ils ont commencé à porter des vêtements noirs et à imiter les assaillants du massacre de Columbine, allant jusqu'à faire l'éloge de leurs actes sur le réseau social MySpace. Ce qui n'était au départ qu'une curiosité est vite devenu quelque chose de bien plus dangereux, une envie de tuer. En plus de leur fascination croissante pour la violence, ils se sont mis à filmer leurs propres vidéos. Partout où ils allaient, ils emportaient une caméra, enregistrant des conversations où ils parlaient de leurs projets de meurtre et discutaient de victimes potentielles. Leurs échanges révélaient à quel point ils étaient enfermés dans leurs propres illusions. L'un de leurs monologues enregistrés illustre parfaitement leur vision déformée du monde. Ils se considéraient comme plus intelligents que les autres, persuadés de comprendre des choses qui échappaient au commun des mortels. Ils se moquaient de la religion et affirmaient que les notions de bien et de mal n'étaient que des constructions sociales. Selon eux, tuer n'était une faute que parce que la loi l'interdisait, mais ils étaient incapables d'expliquer leur raisonnement de manière cohérente. Leur tentative de philosophie ne faisait que trahir leur immaturité et leur incapacité à saisir les conséquences de leurs actes. Leur besoin de reconnaissance était évident. Ils voulaient laisser leur empreinte dans l'histoire, devenir plus célèbres que des tueurs en série comme Ted Bundy ou le tueur du Zodiac. Leur idole était le film Scream, et leur but était de créer leur propre scénario d'horreur dans la vie réelle, avec de véritables victimes. Mais sous cette façade, ils n'étaient ni des génies, ni des esprits brillants ayant percé les mystères du monde. Ils n'étaient que des adolescents perdus, piégés dans leurs fantasmes morbides, totalement inconscients de la gravité de ce qu'ils s'apprêtaient à commettre. Leurs vidéos montraient qu'ils n'avaient aucune idée de ce dont ils parlaient. Bien qu'ils tentaient de se donner l'image de penseurs supérieurs, leurs discours révélaient surtout leur stupidité, leur insouciance et leur totale incompréhension du monde qui les entourait. Torrey, à un moment donné, a essayé d'expliquer pourquoi tuer ne devrait pas être considéré comme une faute, affirmant que la seule raison de cette interdiction était la loi. Mais lorsqu'il a tenté d'approfondir son raisonnement, il s'est retrouvé incapable d'aller plus loin. Il répétait simplement que la loi ne devrait pas interdire le meurtre, tout en reconnaissant aussitôt que tuer était une mauvaise chose. Cette contradiction flagrante ne faisait que confirmer l'incohérence et la superficialité de leurs idées. Leurs convictions reposaient sur des interprétations biaisées et un besoin infantile de prouver leur supériorité. Leurs conversations enregistrées ne démontraient aucune véritable compréhension ni conscience des conséquences de leurs actes. Ils n'étaient que deux adolescents désorientés,
convaincus qu'ils devaient tuer pour atteindre un but prétendument plus grand. On dispose de peu d'informations sur leur famille ou leur enfance, ce qui rend difficile l'identification des facteurs qui les ont poussés à devenir des meurtriers sans pitié. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont puisé leur inspiration dans les films d'horreur, en particulier Scream, qui leur a servi de modèle pour les crimes qu'ils projetaient. Leur obsession pour ce film était flagrante. Ils voulaient l'imiter dans la réalité, et leurs premières victimes devaient être des personnes qu'ils connaissaient et fréquentaient. Dans l'une de leurs vidéos, ils exprimaient clairement leurs intentions. Ils parlèrent du fait qu'ils avaient trouvé leur première victime et reconnaissaient qu'elle était même une amie. Mais cela ne les a pas empêchés de poursuivre leur projet. L'idée de la tuer les excitait et ils détaillaient chaque aspect de ce qui allait suivre. Ils évoquaient le scénario parfait. Cassie se retrouverait seule dans une grande maison sombre, isolée au milieu de nulle part. Cette idée les enthousiasmait et leurs commentaires glaçants révélaient à quel point ils étaient dérangés. Rapidement, ils ont élargi leur plan, envisageant de tuer d'autres amis. Ils prévoyaient de se rendre chez une autre jeune fille, Kirsten, pour l'éliminer en premier, avant de revenir s'occuper de Cassie. Dans leurs échanges, ils débattaient même de la manière d'exécuter leur plan. Devaient-ils tuer leurs victimes une par une, ou toutes en même temps? Ils discutaient de tout cela avec un détachement effrayant, comme s'il s'agissait d'un projet banal. Leur logique perverse et leur assurance excessive se sont encore révélées lorsqu'ils ont discuté du mal, tentant de définir leur rôle dans le monde. Ils se considéraient au-dessus de la morale, au-dessus de la religion et au-dessus des normes sociales. À un moment donné, ils ont même évoqué des tueurs en série célèbres, affirmant qu'ils les surpasseraient et deviendraient encore plus brutaux. Ils admiraient des criminels comme Ted Bundy, le Hillside Strangler et le tueur du Zodiac, mais ils étaient convaincus que leur propre histoire serait encore plus terrifiante. Ils citaient avec une fascination particulière Ed Gein, l'un des tueurs en série les plus connus de l'histoire, savourant l'idée de la manière dont il percevait ses victimes. En fin de compte, leur logique tordue se résumait à une seule chose. Le meurtre représentait pour eux le pouvoir, la liberté, un moyen de laisser leur empreinte dans l'histoire. Les enregistrements montraient clairement à quel point leur obsession était avancée. Leur soif de célébrité était insatiable, et l'idée qu'ils deviendraient un jour célèbres pour leurs crimes leur procurait une euphorie malsaine. Ces conversations ont été enregistrées le 21 septembre, la veille du jour où ils ont décidé de passer à l'action. Ce soir-là, ils sont sortis avec l'intention de commencer leur carnage, mais ils n'ont pas trouvé d'opportunité. Pourtant, cela ne les a pas découragés. Le lendemain soir, le 22 septembre, ils avaient une nouvelle cible et étaient prêts. Cassie Jo Stoddart est née le 21 décembre 1989 à Pocatello. Cassie Jo Stoddart était une élève exemplaire, connue pour sa responsabilité et son engagement envers ses études. Elle obtenait d'excellentes notes et se démarquait parmi ses camarades par son travail acharné. Le shérif local parlait d'elle avec un grand respect, soulignant son dévouement à l'école et à ses amis. Ce soir-là, sa tante et son oncle, Allison et Frank Contreras, étaient absents de la maison et avaient demandé à Cassie de la garder et de s'occuper de leurs animaux domestiques. C'était un vendredi, le 22 septembre, et après les cours, Cassie avait passé du temps avec son petit ami, Matt Beckham, avant que sa mère, Anna, ne la conduise chez les Contreras. Plus tard, Torrey Adamczyk et Brian Draper se sont joints à Cassie et Matt et ils ont regardé un film ensemble. Mais derrière ce qui semblait être une soirée ordinaire, se cachait une intention sinistre. Brian a profité d'un moment d'inattention pour entrer discrètement dans la cave et déverrouiller la porte arrière, s'assurant ainsi un accès facile pour leur retour plus tard dans la soirée. Après avoir quitté la maison, Torrey et Brian ne sont pas rentrés chez eux. Au lieu de cela, ils ont pris la route en voiture et ont enregistré une conversation où ils parlaient de leur plan. Leur intention était claire,
revenir et tuer Cassie et Matt. Nous sommes dans la voiture. Il est 9h50, le 22 septembre 2006. Malheureusement, nous avons une tâche difficile à accomplir. Tuer nos deux amis. Ils sont juste au bout de la rue. Nous avons passé 1 heure là-bas. Nous avons bien inspecté la maison. Il y a beaucoup de portes, beaucoup d'endroits où se cacher. J'ai déverrouillé la porte arrière, tout est prêt. Maintenant, nous devons juste attendre. Nous sommes nerveux, mais prêts. Nous écoutons le meilleur groupe de rock de tous les temps, Pink Floyd. Nous avons attendu ce moment longtemps, très longtemps. Et maintenant, nous allons commettre le crime ultime, un meurtre. Après être retournés à la maison, ils ont garé la voiture un peu plus loin, enfilé des vêtements sombres et des gants, mis des masques blancs et se sont armés de couteaux. Ils sont entrés par la porte déverrouillée du sous-sol et ont essayé d'attirer Cassie et Matt en bas en émettant des bruits étranges. Comme cela n'a pas fonctionné, ils ont décidé de couper le courant de la maison via le panneau électrique. L'un des chiens présents dans la maison a immédiatement perçu la menace et a fixé le sous-sol en grognant. Cassie et Matt ont d'abord été effrayés, mais lorsque l'électricité est revenue après quelques minutes, ils se sont calmés, pensant qu'il ne s'agissait que d'un simple dysfonctionnement. Vers 10h30 du soir, la mère de Matt l'a appelé pour lui dire qu'elle venait le chercher. Il a tenté de la convaincre de rester, mentionnant la coupure de courant, mais elle a refusé. Il a alors supplié Cassie de venir avec lui, mais elle a refusé, bien qu'elle ressente un malaise, voulant tout de même remplir son devoir de garder la maison. Une fois Matt parti, Cassie s'est retrouvée complètement seule. Lorsqu'ils ont compris que plus personne ne pourrait la protéger, Torrey et Brian sont passés à l'attaque. Ils sont entrés dans le salon où Cassie se reposait sur le canapé et l'ont attaquée sauvagement. Leur assaut a été d'une extrême violence et sans pitié. Cassie a reçu environ 30 coups de couteau, dont 12 étaient potentiellement mortels. Les indices retrouvés sur les lieux du crime montraient qu'elle s'était battue jusqu'à son dernier souffle, tentant désespérément de se défendre contre ses agresseurs. Son corps sans vie a été découvert 2 jours plus tard, le 24 septembre 2006. Les membres de sa famille étaient revenus à la maison, et c'est sa cousine de 13 ans qui a fait la macabre découverte. Paniquée, elle a immédiatement appelé les urgences et en pleurs a dit à l'opérateur « Il y a une fille morte sur le sol ». La police d'État de l'Idaho est rapidement arrivée sur les lieux du crime et l'enquêteur expérimenté, le lieutenant Robert Roche, a immédiatement reconnu qu'il s'agissait d'un meurtre. Dès le premier regard, il était évident que le tueur était quelqu'un qui avait eu accès à la maison. Il n'y avait aucun signe d'effraction, aucune arme n'avait été retrouvée et le mobile du crime restait flou. La première personne interrogée par les enquêteurs fut Matt, puisqu'il était le dernier à avoir vu Cassie vivante. Il a raconté que l'électricité dans la maison s'était coupée et rallumée à plusieurs reprises, ce qui a poussé la police à examiner en détail le panneau électrique de la maison. Sur l'interrupteur, des empreintes digitales appartenant à Victor, le compagnon de la mère de Cassie, ont été découvertes. Cependant, lorsqu'il a été interrogé, Victor a expliqué qu'il avait effectué des travaux de construction dans la maison des Contreras et qu'il avait alors manipulé cet interrupteur. De plus, il avait un alibi solide pour la soirée du 22 septembre, confirmé par plusieurs témoins. Après avoir éliminé Victor comme suspect, les enquêteurs sont revenus à Matt. Son comportement lors de l'interrogatoire leur a semblé étrange. Il ne montrait pas assez d'émotion en apprenant que Cassie avait été assassinée. La police lui a proposé de passer un test au détecteur de mensonges, ce qu'il a accepté et réussi sans montrer aucun signe de tromperie. Une fois Matt exclu, les enquêteurs se sont concentrés sur les 2 dernières personnes qui avaient été dans la maison ce soir-là, Torrey Adamczyk et Brian Draper. Lorsqu'ils ont été convoqués pour un interrogatoire, les 2 garçons ont admis avoir été avec Cassie et Matt le 22 septembre. Cependant, ils ont affirmé être ensuite partis au cinéma voir le film Pulse. Mais lorsque les détectives leur ont demandé de décrire l'intrigue du film,
ils ont été incapables de fournir une réponse cohérente. Cela a éveillé les soupçons des enquêteurs qui ont décidé de vérifier leur alibi. Ils se sont rendus au cinéma et ont interrogé les employés pour savoir si Torrey et Brian avaient réellement assisté à la séance ce soir-là. L'un des employés du cinéma, qui était un camarade de classe de Torrey et Brian, a confirmé à la police qu'il ne les avait pas vus au cinéma cette nuit-là. Leur alibi était un mensonge, et lorsque les enquêteurs ont tenté de recontacter Torrey, lui et ses parents ont refusé de coopérer. Brian, en revanche, a accepté un second interrogatoire. Lorsqu'on lui a dit que la police savait qu'ils avaient menti au sujet du cinéma, il s'est effondré, mais sans avouer le meurtre. Il a tenté une dernière manœuvre pour se sauver en affirmant que lui et Torrey avaient en réalité passé la soirée à cambrioler des voitures. Comme il avait déjà menti une fois, la police lui a imposé un test au détecteur de mensonges. Mais avant même que cela ne se produise, Brian a de nouveau rencontré les enquêteurs et a dénoncé Torrey. Selon son récit, leur plan initial était simplement d'effrayer Cassie, mais lorsqu'ils sont retournés dans la maison, Torrey l'a soudainement attaqué avec un couteau. Il a prétendu avoir été choqué et avoir crié « Qu'est-ce que tu fais ?» Mais les enquêteurs allèrent bientôt découvrir que cette version était loin d'être la vérité. Suite à cela, la police a convaincu Torrey de participer à un nouvel interrogatoire. Mais dès qu'on lui a présenté les preuves, il a demandé un avocat et a refusé de faire des aveux. Il était évident que Brian était le maillon faible. Pour sauver sa propre peau, il a conduit les enquêteurs à Black Rock Canyon, où lui et Torrey avaient tenté de détruire des preuves clés. Après le meurtre, les deux adolescents s'étaient rendus dans le canyon, avaient creusé un trou et y avaient enterré les preuves. Lorsque les enquêteurs ont fouillé l'endroit, ils ont découvert plusieurs couteaux, y compris l'arme utilisée pour tuer Cassie, des bottes noires, des gants en caoutchouc, des mitaines, une bouteille fondue de peroxyde d'hydrogène, un masque de clown, un carnet partiellement brûlé et un caméscope contenant une cassette. Le problème était qu'ils avaient essayé de brûler la caméra avant de l'enterrer et les enquêteurs ne savaient pas s'ils pourraient récupérer son contenu. Heureusement, la cassette a été réparée. Lorsqu'ils l'ont visionnée, les enquêteurs ont tout vu. L'enregistrement montrait Brian et Torrey en train de planifier le meurtre, rédigeant une liste de potentielles victimes dans la bibliothèque de leur école, documentant leur première tentative ratée de passage à l'acte, et enfin, s'approchant de la maison de Cassie Stoddart le 22 septembre. La partie la plus glaçante de l'enregistrement était le moment où ils ont avoué leur crime. « Nous venons de tuer Cassie. Nous venons juste de quitter sa maison. Ce n'est pas une putain de blague. Je tremble. Je lui ai planté le couteau dans le cou et j'ai regardé son corps perdre toute vie. Mec, je viens de tuer Cassie. Putain, c'est allé si vite, ça ne semblait même pas réel. » À cet instant, la tentative de Brian de nier son implication s'est effondrée. Sa voix était sur la bande, confessant clairement qu'il avait lui-même poignardé Cassie au cou. L'analyse médico-légale a ensuite confirmé que l'ADN de Cassie avait été retrouvé sur l'un des couteaux, ainsi que sur le t-shirt et les gants que portait Brian. De plus, l'ADN masculin retrouvé sous les ongles de Cassie appartenait également à Brian, réduisant à néant ses tentatives de défense. Face à ces preuves irréfutables, Brian a changé de version et a admis que lui et Torrey étaient retournés dans la maison cette nuit-là avec l'intention de tuer Cassie. Torrey Adamczyk et Brian Draper ont été jugés comme des adultes. Lors du procès, les procureurs ont démontré que leur crime avait été soigneusement prémédité et qu'ils avaient puisé leur inspiration dans le massacre de Columbine. Brian avait même écrit à propos de son obsession pour Columbine. « Je deviens de plus en plus obsédé par Columbine. J'ai l'impression que c'est la seule chose à laquelle je pense. Je donnerai tout pour pouvoir remonter le temps et faire partie de la vie d'Eric Harris et de Dylan Klebold. Ce sont mes idoles. Je suivrai leurs traces et peut-être qu'un jour je les rencontrerai. » Le jury n'a eu aucun doute.
Le 17 avril 2007, Brian Draper a été reconnu coupable de meurtre au premier degré. 2 mois plus tard, le 8 juin, Torrey Adamczyk a reçu la même condamnation. Le tribunal a pris en compte les preuves accablantes montrant la préméditation du crime, y compris les enregistrements vidéo exposant clairement leur plan et leur tentative de destruction des preuves. Tous deux ont été condamnés à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, avec une peine additionnelle de 30 ans à perpétuité pour complot en vue de commettre un meurtre. Lors du prononcé de la sentence, le juge a déclaré être convaincu que Torrey et Brian auraient continué à tuer s'ils n'avaient pas été arrêtés. Avec le temps, Brian a exprimé des remords. 15 ans après le meurtre, dans une interview depuis l'Idaho State Correctional Institution, il a admis qu'il regrettait chaque jour ce qu'il avait fait. Torrey, en revanche, n'a jamais assumé sa responsabilité. Il continue d'affirmer que Brian était le seul meurtrier et sa mère est même allée jusqu'à écrire un livre pour essayer de présenter son fils sous un jour plus favorable. Cependant, sa demande d'annulation de la condamnation a été rejetée par un juge fédéral, confirmant la décision de la Cour suprême de l'Idaho rendue en 2017. Torrey a déposé un autre recours en février 2022, mais la Ninth Circuit Court of Appeals l'a rejeté en mars de la même année. Aujourd'hui, ils purgent tous les deux leur peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle à l'Idaho State Correctional Institution. Leurs vidéos ont révélé leur obsession pour les tueurs en série célèbres. Ils voulaient être aussi notoires que Ted Bundy et le tueur du Zodiac, mais ils pensaient que leurs crimes seraient supérieurs à ceux de leurs idoles. Sur les enregistrements, ils s'adressaient même aux futurs tueurs en série et aux agents du FBI, espérant que leurs noms resteraient gravés dans l'histoire. Mais malgré leurs fantasmes macabres, ils ont échoué. Leur plan de devenir des tueurs légendaires s'est effondré dès leur arrestation. Et c'est pourquoi, en racontant leur histoire, il est essentiel de souligner ce qui importe vraiment. Au-delà du souvenir de Cassie Jo Stoddart, nous devons aussi nous rappeler que Torrey et Brian ont échoué. Ils voulaient être célèbres, mais ils ne sont connus que pour une chose, être des monstres qui ont surestimé leur propre intelligence et qui ont été arrêtés en l'espace de quelques jours.